vous êtes chercheuse donc et professeure en informatique et intelligence artificielle à Paris-Sorbonne. Et si on veut savoir plein de choses sur vous, en fait, vous avez l'honneur, l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, d'avoir une fiche sur Wikipédia. Donc, si on tape Laurence de Villers sur Wikipédia, ben, on apprend plein de choses sur vous. Enfin, vous êtes surtout sur l'interaction homme-machine, hein, et quelque chose d'intéressant qui est la détection des émotions et un dialogue voilà, d'une robotique affective. Je ne sais pas si vous allez nous parler de ça, mais tout ça, ça m'interpelle évidemment. Et puis, vous avez vous avez publié, vous avez écrit pas mal de choses, et bien sûr énormément d'articles, mais vous avez, il n'y a pas longtemps, en 2017, sorti un livre chez Plomb qui s'appelle, je crois, Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. Et puis, je crois que vous sortez maintenant en 2020, donc l'année dernière, à l'édition de l'Observatoire, un livre qui s'appelle Les robots émotionnels. Voilà. Et en plus, vous avez écrit La souveraineté numérique dans l'après-crise. Voilà. Donc, vous avez en plus le temps non seulement le temps de penser, mais le temps d'écrire. Félicitations. On vous écoute. Merci donc pour cette invitation. J'espère que la connexion sera bonne. Je ne suis pas à Paris. Et je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de possibilités. Vous me direz si jamais on essaiera de faire mieux. Bon, je vais donc parler d'émotions, de relations humain-machine et d'éthique. Donc, je travaille à Paris-Saclay dans l'Institut de convergence d'Atalia, qui rassemble des forces scientifiques pluridisciplinaires, donc des gens qui sont au CNRS, INRIA, université, etc., mais aussi Centrale, enfin toutes les écoles autour. Cet institut il a été sélectionné en 2017 par un jury international dans l'idée de rassembler des scientifiques avec également des sciences humaines et sociales. Donc, il y a 3 domaines scientifiques et thématiques, mathématiques, informatique et sciences humaines et sociales. L'idée, en fait, derrière tout ça, c'était de promouvoir cette idée de combiner, si vous voulez, des recherches qui soient technologiques ou mathématiques ou informatiques avec une pluridisciplinarité. Et par exemple, ça nous a donné l'occasion, moi ça m'a donné l'occasion de travailler avec des chercheurs en économie comportementaliste et également des linguistes. Les linguistes, il y a des linguistes dans mon laboratoire. Donc mon laboratoire a changé de nom depuis peu, donc nous ne sommes plus au LIMSI, mais au LISN, Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, avec une mixité donc à la fois de physiciens, d'informaticiens, mais également de linguistes et de psychologues. Mon domaine de recherche, c'est l'apprentissage machine, l'apprentissage adaptatif, le traitement du signal vocal. Je travaille sur la voix principalement et le langage écrit lorsqu'il est transcrit, mais c'est le langage oral qui m'intéresse. Le dialogue oral homme-machine et l'affective computing dont vous avez parlé tout à l'heure et j'essaierai de vous décrire. Et puis les stratégies de comportement de ces machines et les problématiques éthiques. Alors, j'ai une chaire en IA qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics, et avec cette idée de construire des analyses autour de ces machines conversationnelles, non pas seulement en les voyant comme des artefacts d'ingénierie, mais comme une classe d'agents particulière qui a une écologie particulière, des modèles de comportement particuliers. Cette idée sous-jacente, c'est l'idée de la coexistence avec les machines. Donc, Rachid, tout à l'heure, vous a parlé de cobotique. Moi, je pense que le langage est important à surveiller en coévolution avec des machines. Je vais essayer d'expliquer cela. J'ai une équipe donc, qui travaille sur ces dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées et un grand nombre de thèses en ce moment sur ces sujets. Alors, la voix va prendre de plus en plus d'importance puisque nous allons parler à ces objets. Alors, les robots, évidemment, on leur parle, mais aussi on parle à son téléphone, à des Google Home, Alexa, Amazon, à des agents
artificielles comme Lil Makela, qui est sous Twitter, qui fait du marketing pour des marques de luxe et que mes étudiants n'ont pas de problème à aller interroger. Alors évidemment, elle donne des opinions politiques aussi. Autre chose à risque, je vais commencer par vous alerter là-dessus. Easy Recruit, par exemple, c'est une société une start-up qui venait de finalement se faire racheter par des Américains et qui travaillait pour les RH pour faire en fait de l'analyse vocale, des intonations de la voix, travaillant sur la paralinguistique, donc la musique de la voix, qui permettait d'extraire des informations de type soft skills, vous voyez, donc capable d'empathie, capable de comportement qui intéresse les ressources humaines. Alors moi, je pense que dans ces sujets-là, qui sont des approches en fait qui sont pas évaluées, bien c'est donc quand même assez dangereux. Si mon fils a un cheveu sur la langue, je vois pas pourquoi il serait au bas du classement et qu'on regarderait ces genres d'informations sans avoir vérifié que c'est pas discriminant. De la même façon pour un accent, par exemple, qui serait moins représenté. Donc cette standardisation autour de la recherche dans la voix d'informations type émotionnel ou type caractéristique d'intelligence, on va dire, me semble assez apprenti sorcier. Voilà. Donc, je voyais mon implication et mon engagement dans l'éthique est à ce niveau-là. Soyons vigilants, construisons effectivement des systèmes les plus intéressants possibles pour mieux connaître ce qu'est l'humain, mais travaillons aussi sur cette idée, nous chercheurs, que on doit être conscient des limites. L'assistant compagnon, je vous en parlerai tout à l'heure, vous connaissez les Google Home et les Alexa Amazon, qui sont ces objets qui sont juste des boîtes finalement qui parlent. Eh bien, les Japonais inventent ceci avec un hologramme, la fée clochette, comme je l'appelle, qui interagit avec un jeune garçon japonais. Et je vous montrerai un film là-dessus. Alors, la voix arrive en grandeur, on le voit par l'investissement. J'entends quelqu'un qui parle en même temps que moi. Excusez-moi. Ah, pardon. Donc, elle arrive, cette interaction vocale arrive un peu partout et les GAFAM et les BATX, GAFAM, tout le monde, je pense, connaît Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais également les BATX, qu'on connaît peut-être moins en Chine, Baidu, etc., investissent tous en fait sur les agents conversationnels. Alors, l'idée de ma chaire, c'est effectivement de regarder quels sont les axes de recherche qui sont derrière tout ça, pour mieux évaluer, comprendre les enjeux à long terme de ces machines auprès de nous et créer de la confiance. Mais ça veut dire aussi travailler sur l'éthique by design. Ça ne veut pas dire qu'on crée des machines éthiques, ça serait un faux ami de ce éthique by design qui est assez complexe à expliquer. C'est surtout essayer d'éviter les biais, travailler sur les conséquences des objets qu'on est en train de créer et avoir cette nécessité, cette compréhension en tête, lorsqu'on construit ces modèles à partir de deep learning, de reinforcement learning et d'algorithmes assez puissants, est-ce qu'on est bien conscient d'avoir bien géré les données pour éviter des biais et des discriminations qui seraient peu souhaitables. L'éthique des usages, je pense aussi, est importante et on verra à travers les exemples que je vais vous montrer que c'est important de comprendre comment on va utiliser ces nouveaux outils technologiques pour l'éducation, pour la santé et comment on peut faire ça à l'heure actuelle sans que ce soit évalué. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va changer sur le futur du travail est aussi un sujet qui m'intéresse. Donc, les questions de recherche derrière sont, par exemple, autour de l'évaluation, l'audit, mais aussi le nudge. Et je parlerai de ce que c'est que le nudge, qui est une sorte d'incitation à faire que peuvent amplifier ces machines. Donc l'éthique du numérique, depuis 2019, après avoir été à la CERNA, qui était ce comité national d'éthique qui dépendait d'Alisten, donc regroupement de CNRS, INRIA, grandes écoles, toutes les universités, eh bien je suis depuis 2019 au CNPEN, qui est le comité national pilote d'éthique du numérique, qui est sous la coupe du CCNE, du professeur Delfrécy, que tout le monde voit à la télé tout le temps. Qui a cette action donc, sur la crise que nous traversons actuellement. Donc,
l'éthique du numérique, c'est quelque chose qu'on va définir de mieux en mieux. On est en train de sortir d'ailleurs un livret dessus. C'est un processus dynamique. C'est une éthique, non pas comme l'éthique médicale, qui est avant tout sur la naissance et la mort et puis les grands événements de la vie, mais qui est une éthique du continu du quotidien, puisque nous sommes entourés de ces objets. Et donc, c'est une éthique qui va avoir besoin de s'adapter, de se réinventer en fonction des contextes et des technologies que nous allons développer. Donc, les réflexions sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions individuelles et en groupe sont aussi au cœur de ce débat, c'est-à-dire qu'il faut remettre l'humain en capacité de décider. On a toutes ces questions de surveillance, de responsabilité d'algorithmes et d'anonymisation. Il y a aussi un aspect extrêmement important qui est le respect de la culture et des biens communs, ce niveau qui est souvent oublié. C'est-à-dire que si je crée que des robots qui parlent à tout le monde, eh bien, j'oublie qu'il faut créer des robots qui parlent à plusieurs. Et les assurances est un bon exemple. Par exemple, si je crée des systèmes qui vont à chaque fois regarder les risques de chacun, je vais oublier ce niveau de confiance ou de solidarité qu'on a besoin pour partager finalement les risques. Donc ça engendre en fait des questions sur la méta-éthique. Donc au sein du groupe du CNPEN, nous avons 3 missions de confiance qui ont été données par le Premier ministre, qui sont sur l'aide à la décision médicale, les agents conversationnels et les voitures autonomes. Et moi, je suis impliquée sur les 2 premiers en étant à la tête avec un philosophe de cette consultation sur les enjeux éthiques des agents conversationnels. Je suis aussi impliquée dans un groupe international sur le futur du travail qui s'appelle le GPAI. Le GPAI regroupe d'autres aspects, c'est un des 4 grands sujets. Les autres sont autour de l'IA, les prises de décision, l'innovation dans la société, et puis il y en a un autre sur les données. Donc c'est une consultation internationale avec 15 pays, 15 démocraties présentes, dont évidemment les États-Unis, le Canada, en Europe plusieurs pays, mais également l'Inde, l'Australie. Je travaille en ce moment avec des gens à Singapour, en Corée du Sud, et c'est extrêmement utile de comprendre la complexité de ces sujets d'un point de vue culturel. Et on ne va pas régler tout, bien évidemment, mais le fait de discuter ensemble est extrêmement important. On travaille par exemple sur les chatbots dans le milieu du travail. Donc ça ouvre, si vous voulez, la cobotique aussi est un sujet qu'on va regarder de cette point de vue-là, avec des tensions politiques, économiques, culturelles qui sont importantes. Donc j'ai écrit ces livres, comme vous l'avez dit, pour essayer d'expliquer de façon plus méta qu'il est urgent de comprendre qu'il faut réguler ces systèmes, en tout cas parler de notions d'éthique lorsqu'on développe ces systèmes. Pourquoi ? Parce que les fantasmes galopent. Depuis que, en 2018, je crois que c'était ça, donc le vainqueur qui est au jeu de Go, qui est un ordinateur, depuis ce moment-là, après les échecs, après d'autres jeux, eh bien, on a l'impression que l'IA révolutionne tout et va devenir plus intelligente que les humains. On est déjà dans ce cas-là, effectivement, cette IA-là est plus intelligente que les humains pour jouer au Go. Elle a plus de potentiel de calcul et plus de mémoire. Mais elle ne connaît pas le goût de la pomme. Elle ne connaîtra pas tout les possibles autour de la perception, ni au niveau des intentions. Et pourtant, certains grands chercheurs que vous connaissez, comme Yann Lequin, comme Joshua Bengio, qui sont prix Nobel d'informatique, c'est-à-dire prix Turing, écrivent dans des livres que les machines vont ressentir des émotions. Et sans corps, elles ne ressentent pas des émotions au sens humain. Donc ces métaphores de scientifiques sont, à mon avis, extrêmement dommageables pour la compréhension du grand public de sujets qui nous intéressent. Lorsqu'on dit qu'on va lire dans les pensées des gens, par exemple, c'était la même erreur que fait Elon Musk en parlant de ses implants. Et on a beaucoup d'exemples comme cela qui me pousse de plus en plus à dire qu'il manque au devant de la scène des scientifiques capables de parler à tout à chacun de ces sujets sans utiliser trop de métaphores. Qu'est-ce qu'un chatbot ? Puisque c'est le sujet de mes recherches, c'est un agent conversationnel qui est une machine qui est capable de capturer du signal, de faire de la reconnaissance de la parole, souvent maintenant avec des objectifs end-to-end, donc on va partir du signal brut pour arriver directement à la transcription audio. En 2017, révolutionnaire, les travaux de Microsoft montrent qu'on peut être au niveau de la perception de la transcription humaine avec des systèmes deep learning.
pas évidemment dans des capacités dans du bruit, hein. La parole dans du bruit, c'est toujours un sujet de recherche, ainsi que la parole très familière, avec beaucoup de paralinguistique, d'hésitation, de petits mots qu'on rajoute, et puis qui n'est pas d'une sémantique très claire, enfin, de l'oral, un oral très, très en rupture, c'est difficile, mais aussi l'effet cocktail, c'est-à-dire des superpositions de voix, sont encore des sujets de recherche. Mais lorsqu'on prend la voix d'un présentateur de télé, par exemple, on est au niveau d'une transcription humaine depuis 2017 avec des systèmes deep learning. Par contre, l'analyse sémantique est bien loin de cela, même si on parle maintenant de BERT, d'OPT, je ne sais pas si vous connaissez ces objectifs de génération de langage, mais pour certains peut-être que vous les connaissez. Je m'insurge contre cela, puisque en fait c'est une connaissance de surface que l'on a, c'est-à-dire en fait on sait que les mots précèdent certains, et cela avec des fenêtres temporelles, 5 mots, 7 mots, voire plus, qui donnent l'impression que la machine est capable de parler comme un humain. Or, elle ne comprend rien de ce qu'elle dit. Et évidemment, elle n'est pas non plus responsable de ce qu'elle dit, puisqu'elle ne comprend rien. Or, cette confusion est totalement non décrite comme cela par les chercheurs. Et il est important, et les chercheurs travaillent aussi avec ces objets. Moi aussi, j'ai des étudiants qui travaillent avec BERT, tous ces systèmes de génération de modèles de langage qui peuvent être utilisés pour la traduction, pour le sentiment analysis, pour énormément de tâches qui sont assez révolutionnaires, mais qui sont aussi construits à partir de milliards de données non vérifiées, qui sont étiquetées par des petites mains, mais qui vont aussi chercher sur Internet et sur la toile des tas de paroles dites, écrites par des internautes, qui ne sont pas vérifiées, qui sont des fake news, voire qui sont générées par des machines. Donc à partir de tout ça, on crée des super gros modèles de langage totalement non explicables et qui sont non transparents sur les sources qui ont été utilisées pour les construire. Voilà, donc c'est excellent ce qu'on arrive à faire, mais attention à ce qu'on est en train comme monstruosité qu'on est en train de construire, qui effectivement sont fascinants par les performances qu'on arrive à obtenir, mais qui sont en rien ces systèmes capables de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc déjà en 1966, ELISA, qui était le premier chatbot qui simulait un psychothérapeute rogérien, qu'avait construit Joseph Weizenbaum au MIT, montre qu'il est possible de tromper les humains, qu'il y ait une confusion entre un humain et une machine. Pourtant, les humains, quand ils conversent, co-construisent une histoire, comprennent le sens, comprennent les états mentaux, on vient de vous parler de la théorie de l'esprit, on comprenne les émotions, se les représente en mémoire, raisonne, répond, simule l'empathie, s'engage, se synchronise. La machine, elle, peut simuler tout cela grâce à des modèles d'interaction avec des modules d'IA, et en aucune manière, par contre, elle comprend le sens, ni les états mentaux, ni ressent une quelconque émotion et empathie. Tous ces objets vont arriver autour de nous, embarqués sur des robots. On vient de vous parler des robots. Déjà dans la science-fiction, on nous avait préparé. Déjà, Hold, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, disait « j'ai peur, mon esprit s'en va, je le sens, ta. » Donc on est déjà dans ces systèmes-là. Or, ils arrivent, ces systèmes, sans qu'on ne soit vraiment pas préparé à cette projection sur les machines que fait l'humain, avec des robots pour essayer de travailler avec des autistes, pour essayer d'améliorer la perception des émotions d'autistes, et puis auprès de personnes âgées. Les robots sociaux, donc on a travaillé au LIMSI avec SoftBank Robotics, qui s'appelait avant Aldebaran Robotics, pendant une petite dizaine d'années, pour produire des systèmes capables de travailler sur les émotions et sur l'engagement et sur l'interaction verbale avec ces robots. À l'heure actuelle, j'ai toujours des robots, donc un Pepper et 2 Nao, que j'utilise pour des interactions. Qu'est-ce que c'est que l'affective computing? C'est 3 grandes technologies: détecter les émotions des humains, principalement dans le langage, dans ce qu'ils disent et la façon dont ils le disent. On peut aller aussi sur les signaux visuels, évidemment, et aussi sur des informations de type physiologique. Vous verrez, j'ai une petite vidéo là-dessus. Derrière, il s'agit de comprendre, en tout cas d'interpréter, puisque ce n'est pas vraiment de la compréhension, de raisonner sur cette interprétation et de générer des stratégies différentes suivant ce qu'on a interprété. Donc ce sont des systèmes assez fascinants, puisqu'ils nous permettent effectivement de s'adapter à la personne, de personnifier l'interaction. Alors ces signaux, je les ai représentés là. Les représentations des émotions sont encore extrêmement simples sur les machines. On utilise majoritairement des labels, des étiquettes verbales pour définir des parties de ce signal, des séquences,
séquences ou des séquences vidéo en disant là il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la joie, pour avoir beaucoup travaillé sur des données émotionnelles que je collectais dans des situations les plus réalistes possibles, comme par exemple au téléphone avec des centres d'appel d'urgence comme le SAMU. Eh bien, la vie de tous les jours est très complexe, très riche. On va trouver des informations où on mélange en fait des émotions même positives et négatives, comme j'ai très peur pour quelqu'un, j'appelle au secours au SAMU et quelqu'un me dit qu'ils arrivent très vite pour m'aider. Et bien dans ma voix, j'aurai à la fois des inflexions d'anxiété et de peur, et puis de soulagement. Et on fait des tests perceptifs pour annoter ces données. On a beaucoup travaillé sur l'annotation j'ai beaucoup, avec mon équipe, travaillé sur l'annotation de ces données pendant ça fait beaucoup quand on y pense, depuis le 2000. J'ai beaucoup de corpus comme cela pour les personnes âgées, des voix de personnes âgées, des voix d'enfants, des voix au téléphone. Et c'est vrai que c'est complexe. Les signaux sont extrêmement complexes. On en fait des détections extrêmement simplifiées. Et il faut faire attention que ce ne soit pas pour induire des choses qui aient des répercussions derrière et des conséquences inacceptables. Derrière, je construis aussi des profils émotionnels, c'est-à-dire que je vais chercher ces inflexions dans la voix à chaque fois que la personne s'adresse à la machine. Et puis, j'ai le comportement du robot, le contexte, et je veux dresser un profil interne de la machine autour de l'extraversion, l'émotionnalité, si je regarde tout ce qu'ils l'ont fait actuellement. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Je vous laisse... Son objectif, donner au robot la capacité de nous reconnaître, mais surtout de comprendre nos émotions. Nao, t'es extrêmement fort, je suis trop contente de toi. J'ai reconnu une femme, c'est Marie. J'ai reconnu la satisfaction. Pour cela, elle a entraîné le robot sur des dizaines de voix différentes, afin qu'il puisse repérer les variations de tonalité, de rythme, de musicalité entre les individus et déterminer l'émotion qu'ils expriment. L'ennui. Tristesse. Aujourd'hui, Nao travaille avec Marie, qui volontairement change constamment d'humeur. J'ai reconnu la colère. Bah voilà, tu vois quand tu t'y mets, ça marche bien. J'ai reconnu la satisfaction. Écoute Nao, là c'est plutôt bien, c'est tranquille. J'ai reconnu un état neutre. Nao, si tu continues, ça va plus aller après. Hein. J'ai reconnu la tristesse. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. De manière encore plus surprenante, Nao sera aussi capable de sentir dans quel état est son interlocuteur, déchiffrer sa personnalité et adapter son comportement. Bonjour. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. C'est regarder dans quel état est la personne et comment on doit lui parler. Donc c'est à la fois sur une dominante émotionnelle et sur une dominante d'interaction, comment le robot, quelle stratégie il doit avoir pour que la personne s'engage plus, ait envie de parler. Et du coup, c'est d'imaginer en fait, des systèmes qui vont pouvoir non pas répondre de la même façon à tout le monde, mais s'adapter à chaque personnalité et donc pouvoir mieux interagir et mieux répondre aux besoins de la personne. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. On a utilisé ces systèmes, en tout cas, pour travailler avec des personnes âgées qui réagissaient plutôt positivement et s'amusaient beaucoup. Le robot, par exemple, là disait tu peux me toucher si tu veux, et la personne le touchait et réagissait en disant ah tu m'as touché, tu me chatouilles, et ça faisait beaucoup rire en fait. Donc on peut créer des interactions assez, le toucher est quelque chose d'important, mais on peut créer comme ça des interactions assez simplement pour faire penser que la machine peut réagir facilement à vous. Hi,
I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes, So, how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. When was the last time you felt really happy? When was the last time? I don't know. Yeah, I'm not someone who's really like, I don't have any real highs. I feel like I'm a level person. It's just happy. I guess to answer your question, probably a couple months ago. I noticed you were hesitant on that one. Would you say you are generally a happy person? I'm generally happy. It's just lately there are things just keeping me down. Can you tell me more about that? When was the last time you felt really happy? But I try to stay happy. I'd rather be happy. My kids keep me going. What advice would you have given yourself 10 or 20 years ago? To not believe, to not be so gullible. To not be so gullible. I've been told recently that I have a tendency to believe people too readily without them having to prove anything, and so as a result, recently I've gotten myself in a lot of trouble. And so I think that looking back, if I could have, I would tell myself to not believe, to not be so stupid, and to think, and just to not be so gullible. Is it uncomfortable for you to talk about this? Yeah, it is. I hadn't really thought about that. Alors, c'était des travaux qui venaient donc de l'Université de Californie, où on montrait un agent psychiatre qui interviewe un patient, et le patient va être traqué par plusieurs machines, à la fois dans l'audio, dans le visage, pour détecter ses comportements, vraiment très finement. Donc les hésitations, les souffles, tout ce qui est de signes comme ça, paralinguistiques, multimodaux, qui sont capturés par la caméra, par une caméra thermique aussi, par un micro et par des senseurs qui sont non invasifs, là, vont permettre à la machine de changer son comportement. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement intéressant, mais en même temps complexe, si demain, toutes les machines peuvent traquer nos comportements de façon très fine. Donc je voulais aussi parler d'anthropomorphisme, puisqu'il est possible d'éprouver des émotions en face de n'importe quel objet. Il y avait eu ce livre extrêmement intéressant qui s'appelle The Media Equation de Reeves and Nass, qui sont des chercheurs de Stanford, avec qui j'ai travaillé sur un projet avant les émotions, et qui disait que même en face
n'importe quelle machine qui nous parle, on va projeter qu'il y a des capacités humaines dans cette machine. Et donc, ces robots, alors c'est vrai que lorsqu'on a la parole, ça paraît évident, mais même un robot démineur, qui était un robot téléguidé ou un aspirateur autonome, va de temps en temps avoir faire que les gens projettent dessus. Preuve en est que certains les ramènent chez Darty en disant « Mon aspirateur est en panne, je veux le même, il connaît ma maison et il a un nom. » Donc l'anthropomorphisme, c'est assez souvent le cas. On attribue ces comportements à des objets qui ressemblent ou pas beaucoup, mais qui nous semblent nous ressembler. Il suffit de mettre en fait un regard, par exemple, d'une machine qui vous suive du regard pour réveiller chez vous cette impression de présence autour de vous. ねえ、起きてってば。おはよう。おはよう。あ、今日雨が降るかもしれないから傘持って行って。急がないと遅刻しちゃうよ。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。19ページ、商品のラインナップについての。おかえりなさい。なんかさ、家で誰かが待ってるっていいもんだな。さっき思ったんだ、帰ってくるとき。おやすみ。おやすみなさい。Là, c'est une histoire de donc cette fée clochette dont j'ai parlé, c'est-à-dire en fait un système qui vit, voilà, j'anthropomorphise aussi, qui est au domicile de quelqu'un et qui va donner l'impression d'être une vraie présence. C'est-à-dire que cette fée clochette va monter le chauffage, ouvrir les rideaux et dire à la personne qui s'en va au travail par texto qu'elle l'attend à la maison. Donc elle se comporte comme si c'était une petite femme à la maison qui attend le jeune homme. Ceci est un système qui est vendu déjà au Japon et donc qui pose les questions de relations, d'isolement avec ces machines. Donc l'illusion du vivant, on y est de plus en plus et on construit alors les géminoïdes, ça c'est le professeur Ishiguro qui est en bas à droite, qui a construit son clone, son jumeau, on appelle ça un géminoïde parce que c'est un jumeau robotique, et dans l'idée de l'envoyer à sa place et de le téléopérer de loin. Bon, alors actuellement, je connais les chercheurs qui travaillent avec lui pour le faire parler. Donc, vous voyez, demain, il va non seulement ressembler une enveloppe totale qui ressemble à la personne, mais on va le faire parler comme lui. Et puis, je connais d'autres chercheurs qui travaillent en robotique sur une peau siliconée chaude avec des capteurs qui permettent en fait de travailler sur l'idée de douleur et de plaisir en simulant dans ce robot des capteurs, enfin des variables qui vont représenter, plus ou moins complexes, qui vont représenter, donc, par exemple, donc je vous dis joie, tristesse, et puis plaisir, déplaisir, qui vont faire que lorsque ces
les valeurs sont basses, eh bien, si on veut aussi imiter l'homéostasie, eh bien, le robot aura des intentions vis-à-vis des gens pour essayer d'être de plus dans le plaisir ou plus dans la joie et de rééquilibrer en fait ces différentes perceptions qui seront tout à fait simplifiées, mais très peut-être engageantes vis-à-vis des gens. On aura l'impression d'être en face d'une chose qui n'est pas humaine, mais qui est très proche. Alors, il y avait jusqu'à présent cette idée de vallée de la mort, c'est-à-dire plus on s'approchait d'une ressemblance humaine, vous voyez dans le schéma, plus on était on était familier, on aimait cet objet, et puis si elle s'approchait trop près, eh bien on tombait dans la vallée dérangeante, où on avait l'impression d'être devant un zombie, quelque chose de très anormal, mais on est vraiment, alors que jusqu'à présent on construisait des robots assez pâteaux, tout blancs, tout ronds, on va aller de l'autre côté sans doute assez vite, vers une ressemblance aux personnes normales, qui posent des questions. Par exemple, ce robot féminin, là, Sophia, est citoyenne d'Arabie Saoudite, alors qu'il y a des gens en Arabie Saoudite qui ne sont pas citoyens alors qu'ils travaillent depuis 10 ans là-bas. Donc il faut faire très attention à ces futurs systèmes qui nous ressemblent trop, quels vont être les buts. Derrière, donc, je travaille sur le nudge, donc c'est une photo au labo avec mes collaborateurs et étudiants. Le nudge, qu'est-ce que c'est? Une incitation douce à faire quelque chose. Donc, ces travaux viennent des travaux de Richard Thaler, qui a un prix Nobel en économie en 2017, qui travaille sur l'économie comportementale, et donc il s'agit en fait de pousser les gens à faire quelque chose sans les manipuler. Un exemple tout simple, vous êtes en train de, pour le nudge, pour vous donner un exemple de nudge facile à comprendre, vous êtes en train de réserver une chambre d'hôtel, et puis vous voyez une petite ligne rouge qui passe en dessous, et qui vous dit 25 autres personnes regardent la même chambre. Il en reste une. Immédiatement, rien que ce design-là vous incite en fait à réserver la chambre d'hôtel. Donc, il est important de comprendre que de plus en plus, on va avoir affaire à ces systèmes qui vont nous manipuler de façon à suggérer des actions. Alors, ça peut aller évidemment vers le piratage, l'human hacking, comme on dit, ou qui vont essayer de nous prendre de plus en plus de données privées. Alors, j'espère que ça n'ira pas jusqu'à notre compte en banque. Mais en tout cas, il faut faire très attention à ces systèmes, donc les robots compagnons, par exemple, qui profiteraient de stratégies comme celle-là pour nous amener au profit de quelqu'un qui est derrière, évidemment, et qui va nous vendre des choses ou nous faire changer d'opinion. Donc, je travaille, par exemple, sur ce nudge dans le projet Bad Nudge, Bad Robot, et nous avons fait une expérience à l'école. On a mis un robot, un paper, et puis un Google Home, et puis un humain avec les mêmes stratégies dialogiques. L'idée, c'était de partir sur un jeu sérieux, comme le jeu du dictateur, et là, on l'a fait à l'école primaire avec des enfants. Il s'agissait dans un jeu où on donnait des billes aux enfants, on leur demandait combien ils en gardaient pour eux, combien ils en donnaient aux autres, et la machine ou l'humain essayait de les faire changer d'avis en disant les autres n'en donnaient plus, j'en donnerai plus, etc. Et qu'est-ce qu'était le bilan résultat de cela? Eh bien, les enfants ont plutôt suivi les incitations des machines. Donc, il y a des défis de recherche dans la conception de ces agents. On a de plus en plus allé vers l'idée de les créer avec la possibilité de s'adapter à chaque personne en faisant évoluer leur base de connaissances en cours d'utilisation. On va construire des systèmes qui vont détecter nos émotions, même si c'est assez simpliste. Alors, il faudra voir avec quel objectif, générer de l'empathie. Saisir le sens commun, c'est un vrai défi de recherche. Par exemple, même le second degré d'un énoncé. Il y a des recherches actuellement sur la curiosité des agents pour étendre leur capacité à généraliser des connaissances, à aller apprendre dans un environnement 3D. On se rend compte que c'est vraiment un sujet extrêmement important, d'aller de plus en plus vers une situation d'apprentissage dans la vie de tous les jours, comme l'a montré tout à l'heure Rachid. Il est évident que pour moi, il est très important que les 4 derniers points soient centrales pour les chercheurs et pour les industriels qui mettent en place ces systèmes, rendre plus transparente la conception et l'apprentissage des machines, auditer les systèmes tout le long de leur utilisation, aiguiser le respect de la vie privée et faire émerger une intelligence collective des agents dans le respect des règles éthiques. Quelques défis de recherche concernant la compréhension des capacités des agents par les utilisateurs.
qu'est-ce qu'on sait des données, comment elles sont enregistrées, est-ce qu'elles sont anonymisées, est-ce que les répliques sélectionnées par les chatbots sont explicables, est-ce que les paramètres des profils qu'on construit derrière sont calculés et donnés de façon consciente aux humains qui les sont en face. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à cela? Quelles sont les idées qu'on se fait de la stratégie des chatbots? Je suis vraiment dans cette idée qu'on pourrait les décrire comme des médicaments en disant, voilà, ça se comporte de telle manière dans telle gamme d'utilisation, mais sinon, si vous êtes en dehors, eh bien, il y a des problèmes, des conséquences importantes d'anthropomorphisme et de projection, d'isolement sur ces machines. Donc, j'ai beaucoup travaillé en utilisant les concepts qui sont montés sur l'Europe et qui seront de plus en plus utilisés. On a eu le GDPR sur les données, mais on va aller de plus en plus sur quand même la régulation et des bonnes pratiques autour des objets techniques qu'on est en train de construire. Rappelez-vous cette histoire de Microsoft qui avait créé un chatbot raciste qui s'était mis à parler en disant que Hitler était formidable. Il était en fait construit au début pour tout à fait être inoffensif et il disait que d'ailleurs il aimait l'humanité, mais il a été hacké par des gens sur Internet, des internautes qui ont joué avec et ont fait monter en fait un vocabulaire tout à fait non politiquement correct, que la machine était capable d'apprendre et qui lui a permis de changer totalement sa façon de parler. Donc, on voit qu'il y a des facteurs éthiques dans la conception de ces chatbots de multiples manières, des problèmes en tout cas de métrique et de fonction d'évaluation, quelles sont les finalités de l'agent, les biais d'apprentissage, l'instabilité de l'apprentissage, l'explicabilité et la transparence. Et puis, c'est difficile d'avoir une évaluation rigoureuse de ces systèmes. Donc, dans le Comité national pilote d'éthique du numérique, moi, j'ai mis en place avec mon collègue Alexei Greenbaum, qui est philosophe au CEA, une réflexion autour de l'éthique de ces agents conversationnels. On a eu un grand nombre de réponses. On a travaillé sur des questions ouvertes qui montraient les tensions éthiques autour de la confusion de statut, l'attribution du nom propre, le fait de malmener des chatbots, la confiance qu'on peut avoir, les conflits, le nudge, le libre choix, les émotions, mais aussi les chatbots et les personnes vulnérables, les chatbots et la mémoire des morts, les chatbots sur le travail et l'effet à long terme sur le langage. Est-ce qu'il y a un risque finalement de simplification du langage à cause de ces machines et de l'apprentissage qu'elles vont en faire? Juste sur les morts, eh bien, Microsoft a sorti un brevet qui nous permet de construire un chatbot à partir des données audio qu'on aurait de quelqu'un. Donc, il y a un journaliste qui a fait ça avec son père qui est décédé. Il y avait aussi une russe qui vit aux USA maintenant, qui a créé un système qui s'appelle Replica, fondé aussi sur des données de quelqu'un décédé. Qu'est-ce que ça va être finalement d'utiliser post-mortem les données de quelqu'un, faire revivre cette personne? Est-ce que ça pose un problème éthique? Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cela? En fait, c'est ça, cette réflexion qu'on doit avoir d'un point de vue société. Est-ce qu'on va faire évoluer le concept de mort avec l'idée d'utiliser ces chatbots? Au Japon, par exemple, ils utilisent des robots où ils projettent le visage d'un mort et pendant 41 jours de deuil, ils vont pouvoir interagir avec ce robot dans cette idée de mémoire. Mais ça s'arrête après. Donc, qu'est-ce que deviendrait la société si on a ces systèmes omniprésents utilisés pour différents objectifs comme cet objectif de faire revivre quelqu'un à travers ces données? Ce sont des enjeux éthiques auxquels on ne pense pas forcément. On a tout concentré déjà sur les données, ce qui était pas mal. Mais maintenant, il va falloir éduquer les ingénieurs et les chercheurs, les journalistes industriels, les politiques, tous à l'éthique de ces machines. Prévoir qu'à l'école demain, on fasse comprendre aux enfants que les robots vont pouvoir apprendre en continu et que ça aura des incidences importantes. Il faut voir les bénéfices de tout cela. J'ai parlé beaucoup de risques ou de
conscience, de prise de conscience à avoir face à ces machines, mais il y a évidemment énormément d'innovations qu'on va pouvoir faire sur la santé pour le bien-être des citoyens. Mais je pense qu'il est important qu'on soit en conscience et que ces règles éthiques soient comprises, qu'on mette en œuvre aussi des outils. On parle beaucoup d'éthique, mais on ne met pas encore beaucoup en œuvre des outils pour vérifier des métriques, etc. On a loupé le pas lorsqu'on parle d'écologie, hein, on est très en retard. On voit maintenant qu'on aurait dû s'y intéresser avant. Est-ce que l'éthique de l'IA et de la robotique va être la même chose? On verra. L'Europe a l'air de monter sur ces créneaux. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec IEEE, donc sur un groupe sur l'affective computing où on travaillait sur la culture, l'intimité, la manipulation. Il est vrai que culturellement, par exemple sur les émotions, eh bien, regarder quelqu'un droit dans les yeux, dans certaines cultures, c'est comme un viol. Il y a des cultures où on dit non en secouant la tête comme un oui. Donc on est différents, donc que les machines autour de nous décryptent nos comportements laisse à entendre que soit on a lissé les différences culturelles, ce qui serait peu souhaitable, soit on ne va pas marcher dans tous les cas. Donc il est important de comprendre ces différences. J'ai travaillé dans I3E, donc sur les normes et standards autour du nudging. J'ai quitté ce groupe parce que je me suis rendu compte de la forte compétition qu'il existait au niveau mondial sur cette histoire de normes et standards, pour lequel le premier qui donne des normes va finalement être souverain. Donc cette idée de souveraineté numérique est à mon avis un sujet extrêmement important à discuter dans la société par les politiques, mais par les politiques avisées, en ayant conscience des différents, de la complexité de ces outils numériques. Voilà, merci. Bravo. Oui, bravo, ça ouvre vraiment un champ de réflexion, mais enfin, bon, je me permets de parler, là, mais c'est passionnant et ça montre qu'il y a un énorme travail effectivement à faire et je me demande si un jour on arrivera à avoir des espèces d'organismes certificateurs, évaluateurs, ou qui pourrait dire, bon, ben, ce robot, ce bot, etc., il est à peu près correct, on l'a ausculté. Par contre, celui-là qui est vendu par tel endroit, etc., attention, ça représente des tas de dangers en termes d'éthique et de comportement qui peut vous inciter à avoir. Donc, vous pensez qu'il pourrait exister des organismes comme ça auxquels on pourra se fier? Oui, alors il faut là comprendre que la FDA, par exemple, Food Drug Policy aux États-Unis, a déjà une partie comme ça en fait, hein, qui s'intéresse à ces objets. Et que nous, en Europe, on est encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a une certification pour les médicaments, c'est pour ça que je fais le lien avec les médicaments. Et pour tous les instruments en médecine, que ce soit pour faire de la radiothérapie ou autre, mais pas pour ces objets qui arrivent en force en fait autour de nous. Alors les ingénieurs se débrouillent pour dire que c'est pas médical. Bon, par exemple, vous avez le bracelet d'Amazon qui détecte vos émotions, mais là personne ne va évaluer parce que on dit que c'est pas médical, c'est juste le bien-être. Ça arrive sur votre téléphone. C'est les prémices pour collecter plein de données pour aller plus loin derrière. Là, il y a un bracelet qui vient de sortir aux États-Unis. Je suis montée au créneau parce que j'ai trouvé ça anormal. Donc la chercheuse est extrêmement connue, c'est Rosalind Picard, celle qui a monté tout Affective Computing au MIT. Elle fait une détection grâce à Affectiva, qui est une espèce de montre qui détecte des indices physiologiques, rythme cardiaque, sudation de la peau, etc. En général, les émotions. Bon, ça ne marche pas très bien, j'ai utilisé ces systèmes au labo. Et là, elle promeut cela pour le Covid, en disant qu'elle peut trouver des pré-symptômes. Or, ce n'est absolument pas vérifié par personne médicalement. Et la FDA n'a pas donné son accord, et dans les tweets, elle disait « Mais l'Europe a donné sa marque équivalent de FDA, qui est le CE Mark », ce qui n'est faux, ce n'est pas du tout ça. La marque de certification européenne, c'est pour les senseurs, ce n'est absolument pas pour les objectifs et résultats de ces systèmes. Donc il est urgent qu'on prenne conscience de ça, et comme je disais, ce que je me suis rendu compte en travaillant pour I3E pendant 1 an, quand j'ai fait une présentation, à peu près celle que vous avez vue, avec les vidéos qui marchaient, je suis désolée pour ce soir, mais en montrant les enjeux et les risques éthiques, j'ai eu en face de moi des gens qui riaient du RGPD. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais est-ce qu'il est capable, est-ce que nous sommes capables de faire des tests anti-éthiques?
Parce que ça pourrait être une C'est possibilité. exactement ce que j'essaie de faire. Le test que j'ai mené à l'école, par exemple avec les enfants, c'est pas anti-éthique, mais c'est pour montrer la grande possibilité d'être manipulé par ces machines. On l'a déjà avec les montées sur des fake news sur Internet. Ouais. Il y a des bots en fait qui vont pouvoir nudger sur Internet et c'est terrible sur les montées de discrimination, comment dire, d'opinions politiques négatives. C'est la guerre sur les réseaux, quoi. Il faut en être conscient. D'ailleurs, pour faire des tests, il faut bien définir le contexte. Alors, pour montrer en fait des mauvaises utilisations, c'est possible, on peut le faire. Par contre, pour arriver à verrouiller cela, il faut comprendre qu'il faut modifier les façons dont nous utilisons ces machines. C'est-à-dire absolument sans, sans conscience des risques. À l'heure actuelle, si vous regardez, tout le monde retweet des choses qui ne sont pas vérifiées. Ouais. Donc, on a besoin de prendre le temps d'éduquer sur ça. C'est un énorme travail, mais qui peut être fait, je pense. Le progrès marche trop vite par rapport à l'adaptation des personnes. Finalement, on a une éducation fantastique à construire par rapport à tous ces outils. Voilà, alors moi j'avais proposé ça très tôt, puisque j'étais dans la boucle avec les décideurs en fait sur l'IA. J'ai eu l'occasion de discuter même avec le président de la République sur ces sujets. Et en fait, il aurait été souhaitable de monter. Alors c'est très bien qu'on ait fait ces instituts 3IA, c'est déjà ça. Mais j'avais demandé qu'il y ait forcément des chaires sur l'éthique. Il n'y en a pas eu. C'était au bon vouloir. Il n'y a pas eu il n'y a pas de prise de conscience finalement ni des chercheurs tant que ça, parce qu'il y a quelques comités, de plus en plus de comités d'éthique. On a aussi des formations pour nos étudiants à l'université, mais c'est quand même très peu. Et on devrait avoir des observatoires de ces systèmes et effectivement être alerté sur tous les systèmes comme pour le recrutement dont je parlais tout à l'heure, ou le bracelet Halo, ou les Google Home, etc. On devrait pouvoir les évaluer vraiment en continu avec un observatoire non pas avec des sciences humaines et sociales, mais mélangeant bien de la technologie et des gens qui sont capables de raisonner sur les théories, sur la société, l'économie, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment cette pluridisciplinarité et de l'observation sur le long terme. Exact, ok. Bon. Y a-t-il des questions parmi les personnes qui sont présentes? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. C'est vrai que c'est incroyable, tout ce que ça pose comme problème. On a l'impression d'entrer dans une jungle terrifiante. Oui, parce que là, c'est ouvert de tous les côtés. La triche peut arriver de tous les côtés. Oui, exactement. Mais on n'est pas... c'est à nous de comprendre cela et de toute façon, on ne peut pas arrêter le progrès et il faut ce progrès. C'est juste que ce que j'ai beaucoup apprécié dans le GEPA et j'espère qu'il sera porté, j'espère qu'il sera relayé, il ne l'est pas. On entend toujours les mêmes... Enfin, je trouve que ce n'est pas assez relayé et qu'on devrait embarquer beaucoup plus de jeunes dans les ingénieurs. Je ne sais pas, les grandes universités, les ingénieurs qui sont autour de nous devraient pouvoir donner leur avis là-dessus. En technologie, on n'entend pas grand monde dans les médias. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est d'un petit peu rassurant, c'est que vous fonctionnez avec des équipes multidisciplinaires qui ne sont pas strictement techniques, qui vont au contraire vers des disciplines humanistes. Et c'est très très important, je trouve, que vous arriviez à conjuguer les deux parties. Oui, mais moi je suis tout petit. J'aurais ça multiplié par... J'aurais eu tendance, moi, à penser que dans les 3 IA, il fallait absolument avoir des chaires sur ces sujets. Ouais. Et que, au moins, on pourrait avoir un observatoire européen ou français déjà qui se porte sur ces sujets-là. On devrait le faire parce qu'il y a une course aux normes et standards. Oui, c'est vrai. Ça devrait intéresser les économistes. C'est vrai.
Et comment pousser ça en avant? Je ne sais pas le faire tout seul. Il faut être beaucoup pour se faire entendre. Mais je pense qu'il, pardon, je pense qu'il se fait quand même des choses ici ou là-dessus, Laurence. Par exemple, je donne un exemple. Au LAS, on a un comité d'éthique qui fonctionne, on a de discussions et de réflexions et d'échanges qui se réunit régulièrement. On invite des conférenciers, des choses comme ça. Donc, je pense que ça commence à percoler quand même un petit peu dans ce domaine. Pas suffisamment. Du tout. Hein. Pas suffisamment. Tous les labos, on a des petites antennes comme ça. Même les chercheurs ne sont pas tous montés à bord. Voilà. Donc déjà, dans le milieu de la recherche, excuse-moi, hein, il y en a très peu qui montent à bord. Je sais que toi, tu le fais, mais il n'y en a pas tant que ça. Nous, on a monté au niveau de l'ISN, par exemple, un axe transversal recherche responsable. D'accord ? Ce qui veut dire ouverture des articles, donc sciences ouvertes, écologie et éthique. Et ben, autant dire qu'il y a plein de gens dans mon labo qui n'en font pas partie, qui ne viendront pas, parce qu'ils estiment que c'est du temps de perdu. Donc à partir de là, tant qu'il y aura des gens qui pensent que l'éthique c'est plus tard, que ce soit des philosophes ou des psychologues qui s'y intéressent, avec un espèce de mépris, et que, enfin, c'est terrible. On entend dans la société des philosophes, des économistes, des juristes parler d'IA. On entend très peu d'ingénieurs et d'experts en technologie. Or, il faudrait quand même le faire ensemble. Oui. Pleinement d'accord. Mais il faut dire que il faut dire aussi, je pense que c'est important, que au niveau du robot, tout de suite, comme tu dis, on matérialise la chose et on la personnalise au niveau du robot et la chose devient claire. Mais déjà aujourd'hui, nous le vivons au quotidien avec le vol de nos données sur nos smartphones, exactement. Sur nos objets, etc. C'est en train de monter. Donc, de toute façon, je veux dire, indépendamment même de ce qui arrive là, déjà aujourd'hui, nous sommes en train comment dire, de nous mettre en situation très difficile et très, comment dire, liée et on ne prend pas parce que nous sommes tous un petit peu complices aussi de la chose puisque nous profitons du système en même temps qu'on se fait largement, comment dire, déplumer au niveau de nos données, etc. Donc il y a ça aussi. C'est là qu'il faudrait quand même comprendre qu'il y a un aspect de guerre économique derrière qui est très fort et pour lequel on dit à chaque fois l'Europe s'occupe d'éthique en rigolant, quoi. Mais il y a un moment donné où il va quand même falloir que tout le monde se rende compte qu'on est en train de nous plier. Hein. C'est-à-dire, je pense que le jour où on démontrera que s'occuper d'éthique en plus de technique, ça rapporte plus d'argent, je pense que des gens s'y intéresseront beaucoup plus. Mais il se trouvera justement un jour où des entreprises, des gouvernements exigeront peut-être justement des certifications, des dimensions éthiques qui pour l'instant ne sont peut-être pas encore apparentes, mais peut-être un jour ça peut devenir la nécessité pour remporter un appel d'offres, remporter quelque chose, de même qu'on voit apparaître aujourd'hui dans les appels d'offres que l'égalité femmes-hommes, enfin un certain nombre de principes peuvent être exigés par les donneurs d'ordre, il faut respecter un certain nombre de choses. Peut-être qu'un jour, il y aura aussi ce type de critères. Et alors à ce moment-là, les gens qui auront pris de l'avance pour se placer sur ces trajectoires, sur ces soucis, ben, peut-être ces gens-là, ils seront chefs de file, premiers de cordée. Oui, non, mais je pense qu'il faut continuer à se battre dans ce sens-là et qu'il y a une chance quand même que l'Europe continue à pousser